Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. En fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Ce sujet-là, j'ai voulu l'aborder d'une manière, je dirais, que pour faire travailler votre intelligence. Parce que sur Internet, vous trouvez partout de très bonnes vidéos sur le sujet. Elles sont très bonnes, mais elles ont souvent, et c'est ça leur intérêt, elles montrent, je dirais, d'une manière très concrète, telle connexion entre la machine, le robot et l'humain, vraiment d'une manière très concrète. Ce que ça veut dire, le transhumanisme, comme expérience qui est en train de se faire, comme projet concret. Alors, tout ça, si vous voulez, vous le trouverez sur Internet. Clairement, vous le trouverez sur Internet. Donc, pas la peine de faire une reprise de cela. Là, ce soir, ce que je voulais faire, c'est faire travailler votre intelligence pour voir ce qu'on appelle les fondements, c'est-à-dire sur quoi ce projet humaniste se fonde pour apparemment prendre une apparence de légitimité. Quels sont ses fonctionnements intellectuels? Comment est-ce qu'il fonctionne? D'où il vient? Pour comprendre la bête, j'allais dire. Et pas seulement être témoin des aboiements. Les aboiements, c'est ce que produit un chien et qui impressionne. Il faut aussi savoir ça d'une manière très concrète. Mais alors, on va essayer de faire fonctionner l'intelligence dans cette direction. Alors moi, quand j'ai commencé à entendre parler de transhumanisme, il n'y a pas si longtemps, j'ai été un peu dans le brouillard pour montrer, j'allais dire, la différence, pas la différence, la limite, la frontière entre ce qu'on appelle la médecine, qui est très ancienne, on parle d'Hippocrate, jusqu'à maintenant, avec des avancées techniques. Alors j'ai dit, mais lorsque par exemple on met un pacemaker, par exemple, est-ce qu'on est déjà dans le transhumanisme? Parce qu'on fait bien une connexion entre une machine et le cœur. Lorsqu'on met même, d'un point de vue très concret, une prothèse médicale, est-ce qu'on est déjà dans les premiers éléments du transhumanisme ou pas? J'étais complètement perdu. Je ne voyais pas la limite entre ce qu'on appelle les progrès de la médecine classique et ce projet-là. Alors effectivement, on va faire une première distinction. La médecine. Le projet médical, c'est de rétablir la santé d'un corps malade ou d'un esprit malade en psychiatrie, voilà. Mais si on se limite à la médecine générale, donc l'aspect corporel, même s'il y a l'aspect aussi psychiatrique qui existe, on est bien clair là-dessus, rétablir la santé d'un corps
tel que la nature fait qu'un corps humain est un corps humain. C'est-à-dire, si il y a une tumeur ou à l'estomac une occlusion intestinale, la médecine va agir pour que l'estomac se remette à travailler normalement, que l'intestin se remette à travailler normalement, tel que la nature existe. Donc, la médecine, elle a une certaine idée basée sur l'observation. Et c'est très juste, qu'est-ce que c'est qu'un corps humain qui connaît des maladies, des problèmes qu'il faut aborder, mais le but c'est de rétablir l'état de nature autant que faire se peut. Ce ne sera jamais un succès total, c'est comme ça, mais l'idée c'est quand même d'un point de vue c'est très important, la médecine a une vision naturelle du corps humain et va être au service de ce que c'est qu'un corps humain. En ce sens-là, si on met une prothèse, ce n'est pas le projet transhumaniste, parce qu'on va simplement prendre un matériau plastique ou autre, on parle de prothèses bétonnées, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais pour que finalement le corps retrouve son état naturel, qu'est la marche. Quand on met un pacemaker, c'est pour donner une petite stimulation au cœur, pour que le cœur, naturellement, marche. Enfin, batte plus qu'il ne marche, là. Voyez, donc là, on est dans la médecine. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai vu que la médecine, c'est ça le projet. Oui, allez-y, madame. Les dons d'organes rentrent là-dedans, clairement, enfin je pense, parce qu'il y a un organe d'un mort qui est peut-être jeune ou déjà âgé, mais qui est en bon état, les tissus, la fonctionnalité. Donc du coup, on va, comme il est destiné à mourir, s'il n'est pas utilisé, on va le mettre dans un autre corps humain. Simplement, on reste dans la logique naturelle. Le projet transhumaniste, comme on va le voir durant cette soirée, c'est pas ça du tout. C'est la transformation de ce que c'est que l'humain. On va le transformer pour faire une nouvelle création. Donc on n'est pas dans la logique médicale qui rétablit autant que faire se peut le fonctionnement d'un corps humain, dans son aspect corporel et psychique. Là, on va véritablement dépasser l'humanité pour faire des connexions entre le corps humain, le numérique et le mécanique, pour une nouvelle humanité. On va créer quelque chose de nouveau. On ne va pas rétablir simplement un corps malade. Et à partir de là, la différence se fait entre le projet médical et le projet transhumaniste. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, on va le voir, on va voir pourquoi le sommet du transhumanisme, je l'ai dit d'emblée, c'est pas simplement un œil bionique qui voit mieux. C'est que le bout, c'est que la conscience humaine peut, dans ce projet-là, se détacher du corps. On va voir pourquoi ils aboutissent à ça, c'est très clair, vous allez vite comprendre, pour finalement reposer sur un support qui est moins périssable que le corps humain. Ça va jusque-là. Parce que dans le projet transhumaniste, on va le voir, le sommet de la personne, c'est sa volonté. On va le voir. Et le corps n'est qu'un élément. Alors rentrons là-dedans. Je vais m'inspirer, parce que je travaille beaucoup avec un juriste qui s'appelle Grégoire Pupin, qui va bientôt publier un livre. Voilà, je fais la publicité maintenant, ce sera à l'automne ou à l'hiver. Et on prend une porte d'entrée sur l'évolution du droit. C'est assez intéressant. Avant d'aller dans les choses plus profondes, sur une porte d'entrée. En 1948, il y a eu la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit des choses assez naturelles, c'est-à-dire la personne est souveraine, on ne peut pas l'atteindre lui faire du mal corporellement, elle a la liberté d'expression, l'État ne peut pas, si vous voulez, réduire sa liberté d'expression. Voilà, une chose assez naturelle, on ne peut pas en faire un rouage d'un système politique ou économique, on a la dignité de la personne humaine. Si vous prenez sur Internet la déclaration, c'est somme toute une vision assez, on appelle personnaliste. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Et on ne peut pas l'annihiler au profit d'un système économique ou politique ou idéologique. Parce qu'il y a le respect de la personne humaine.
Si vous le lisez, vous serez en tant que chrétien pas vraiment secoué. Il va y avoir, dans la deuxième partie du XXe siècle, et on y est encore un peu, des nouveaux droits. On est encore dans la logique juridique, là. Ce qu'on appelle les droits contre la nature. Qu'est-ce que c'est qu'un droit contre la nature? C'est en fait, on va voir, je crois que c'est plus parlant de voir une petite vidéo et de la commenter, parce qu'elle vous met en flash directement comment fonctionnent ceux qui sont là-dedans. Alors je vais devoir sortir momentanément de cette chose-là, excusez-moi, j'y reviendrai, pour vous montrer une petite vidéo. Alors la petite vidéo, le sujet c'était assez simple, c'était quelque chose qui n'a rien à voir avec notre sujet de ce soir, c'est un plateau sur la question de la parité homme-femme. Un sujet parmi d'autres. Et le présentateur qu'on voit ici, il dit, regardez, il y a une femme et 4 hommes, ça montre bien qu'on est déjà à la difficulté pour trouver des femmes. Bon voilà, anecdotique. Et il va y avoir une réaction. Et je vous invite à la voir. Elle est très symptomatique. Notre invité, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme? Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Notre collectif Stop Popping Washing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon, non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Les droits contre nature. De quoi s'agit-il? On est encore là-dedans, avant de passer à la prochaine étape, on est encore à fond. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si on prenait madame, si elle devait se définir, elle doit regarder qui elle est. La nature a fait que je suis femme. C'est un état de fait. Et donc l'intelligence, dans la logique qui nous a porté l'humanité depuis des siècles et qui s'exprime encore ici assez clairement, c'est que l'intelligence, elle observe le réel. Et en observant le réel qui l'entoure et le réel que nous sommes, on déduit une vérité. Je suis une femme. Si je me mettais à votre place. Une démarche qu'on appelle naturaliste. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va basculer dans un nouveau monde déjà. C'est que l'intelligence ne vise pas à voir le réel, mais à le créer ou le définir. Donc cet homme, il a décidé qu'il n'est ni homme ni femme, il est binaire. Alors, avec un langage qu'on ne comprend plus rien, c'est-à-dire expression de genre, identité de genre, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, on va inventer tout un langage parce que l'idée que se fait la personne prend le dessus sur le réel. Vous comprenez? Donc, c'est terrible, parce que ça, maintenant, on ne sait pas si c'est violet ou blanc, parce que si je décide que c'est blanc, pourquoi est-ce que vous me contrediriez? Parce que c'est rouge. Parce que c'est rouge, voilà. Et alors, dans l'expression de ce monsieur, ce qui est encore plus grave que ce qu'on pourrait penser, c'est pas son cas personnel. Si lui veut se considérer comme non-binaire, à la limite, c'est son problème. Mais si on regarde bien le discours, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vois pas ce qui vous autorise à dire que je suis un homme. Donc, du coup, l'idée que cette personne se fait d'elle-même, elle va l'imposer à la société. Donc, vous n'avez pas le droit de dire que je suis un homme, sinon je suis offensé. D'ailleurs, le pauvre speaker, il dit « Excusez-moi si je vous ai offensé ». Vous voyez, donc là, ça veut dire, là, on devient les droits. C'est-à-dire que l'idée que se font les gens de leur identité, non seulement c'est leur démarche, mais ça, à la limite, c'est leur problème, mais exige que la société tout entière le reconnaisse. Et donc, va solliciter le législateur pour qu'il y ait une évolution juridique
dans ce sens. Et les droits de l'homme ne sont plus simplement la protection des personnes face aux systèmes qui peuvent des fois s'imposer. On l'a vu avec l'islam, hein, la dernière fois, ou un système qui va oppresser la personne. Mais là, le droit va se mettre au service de cette conception que maintenant, c'est pas le réel qui est premier qu'on cherche à découvrir, à explorer, à comprendre. Mais l'idée que je me fais est souveraine. Non seulement pour moi, encore une fois, c'est son problème, mais j'exige que la société tout entière se soumette à la conception que je me fais de ma propre identité, et donc les lois doivent aller dans cette direction. Et, si vous voulez, la Cour européenne des droits de l'homme est le fer de lance de cette évolution juridique. Par exemple, lorsque il y a certains pays qui ont sur leur carte d'identité homme ou femme, il y a des personnes qui veulent exiger que ce soit neutre. Donc, ils vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour obliger les États à créer une nouvelle espèce d'humain, l'espèce neutre. Non pas qu'il y ait un fondement scientifique et matériel à ça. La Cour européenne n'a même pas cherché à voir s'il y a un fondement biologique, quand je dis scientifique, à cette nouvelle identité neutre. Non. La démarche est, puisque des personnes se considèrent comme telles, ça doit aller dans un cadre juridique nouveau. Comprenez? Donc ça, c'est toute la démarche contre laquelle Gregor Pupin se bat d'ailleurs à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que les juges, et ça qui est terrible, on n'est plus dans un climat démocratique, hein, parce que 2-3 juges vont imposer ça à des États. Que la personne, je m'excuse, Allez-y. la personne s'estime neutre, Voilà. c'est son droit, C'est son droit. mais je veux dire, à ce moment-là, on impose aux autres, donc il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de liberté. Donc, Et le pauvre speaker... Les droits de l'homme, c'est annihilé. C'est annihilé. Il n'y a plus de nature. Oui. C'est de là qu'on dit des droits contre nature. Oui, ça amène quoi? Alors, ça amène la confusion totale, ça c'est clair, mais on va aller plus loin encore. Attention, c'est qu'une étape. Hein. Donc, c'est qu'une étape. Mais déjà là, effectivement, on saisit effectivement toute la logique également, où lorsque 2 hommes ne peuvent pas avoir un enfant, le désir personnel doit s'imposer à la collectivité. Donc le droit va évoluer pour exiger la PMA, GPA plutôt, pour des hommes qui, biologiquement, 2 hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a un fondement biologique là en fait. Hein. Voilà, mais on va chercher une solution pour justifier un droit en fait. Hein. Alors, donc là effectivement, on y est encore, mais le projet, les droits qui dépassent la nature humaine, le projet transhumaniste, lui, est beaucoup plus dangereux parce que plus séduisant. Ici, on l'a vu avec ce pauvre monsieur-là, c'est presque un peu ridicule. Hein, qu'est-ce qui vous autorise à dire que je suis un homme? Enfin, il suffit de regarder. D'ailleurs, le speaker, il dit, votre apparence. Donc, on voit bien que dans la démarche qui est ici, il y a un côté contre nature, donc choquant, une négation de l'évidence. Donc, il est clair que, de point de vue de l'opinion publique, ça passe mal. Si vous regardez un peu le nombre de commentaires de cette vidéo, même de jeunes, hein, il dirait, un jeune, je ne sais pas de où est-ce qu'il vient, il dit, moi, je vais aller sur le plateau et je vais exiger que l'opinion publique et les pouvoirs publics reconnaissent que je suis un porte-avions américain. Si je me considère comme tel. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être un porte-avions américain? Et le droit doit me le garantir. Donc, on voit qu'il y a un côté ridicule. Parce qu'il va nier la nature. Ce qui fait que même s'il y a des puissants relais dans les institutions juridiques et législatives, ces gens-là, ils ont un puissant relais, dans l'opinion publique, ça passe plutôt mal. Ouf, oui et non. Alors que ceci... Oui. C'est une forme de démence? Qu'est-ce que c'est? Non, je crois que c'est en fait la conception philosophique. On est dans un dualisme. C'est-à-dire que le corps n'est rien. Seul l'esprit existe. Et mon esprit est souverain sur tout, même sur mon corps. Oui, mais vous parliez de volonté. Il ne décide peut-être pas d'être... Oui, c'est en fait... Peut-être qu'il se sent enfermé dans un corps qui ne correspond pas à ce qu'il se... Alors c'est différent. C'est l'impulsion du désir, en fait, ou de comment dirais-je, effectivement, comme vous le dites, de puissants mouvements intérieurs. Si ça reste sa démarche, à la limite, c'est lui.
Mais exiger comme que ce pauvre speaker ne le voit pas comme un homme, au nom de quoi? Donc, dans ce cas-là, pour être logique, il devrait faire en sorte d'avoir une apparence binaire. Non, je crois que... Je pense que la logique serait que... Sa logique à lui serait d'être beaucoup plus simple, de repartir de zéro, que mon intelligence regarde qui je suis et que je rentre dans un phénomène d'acceptation du réel. Parce que tout le problème de cette étape-là, c'est la révolte contre le réel. Mais le réel, il est là, et on va constamment buter contre lui. C'est une voie sans issue. Et donc, du coup, la démarche de ces gens-là qui sont ici, c'est, s'ils veulent se réconcilier et commencer à être un peu plus heureux, c'est repartir de zéro et, comme point de départ, accepter le réel de ce que je suis, tout simplement. C'est un peu de l'anticonformisme. On peut appeler ça comme ça, mais l'anticonformisme, c'est souvent une disposition intellectuelle un peu bourgeoise. Là, c'est souvent des gens qui sont beaucoup plus tourmentés intérieurement. C'est dur pour eux. Hein, d'ailleurs, on le voit, il est assez agressif. Mais on est dans une logique contre nature. Le projet transhumaniste dépasse complètement ça. Sa logique à lui, c'est très simple. On va travailler pour la qualité du vivant. Tout le projet est là. La qualité, on va augmenter, la réalité augmentée, comme on dit, on va augmenter la qualité du vivant. Donc on ne sera même plus dans la contestation de la nature, parce que là, ce brave homme-là, avec sa barbe et disant qu'il n'est pas blanc, qu'il n'est pas homme, tout ça, on voit qu'il est dans une confrontation avec le réel. Ça se sent, il n'est pas à l'aise sur le plateau. Il est agressif même dans ceux qui lui rappellent le réel. Il ne le supporte pas, donc il dit « Ouais, qu'est-ce qu'il autorise ?» Enfin, là, le projet humaniste, comme on va le voir, on dépasse complètement ça. On va créer un nouveau type d'humain, non pas en contestant la nature qui s'imposerait, là la nature ne s'impose pas. On la dépasse en créant quelque chose de nouveau, et en augmentant la qualité d'être. Les qualités, on va voir lesquelles d'ailleurs. Alors, avant de voir qu'est-ce que le projet humaniste, les prophètes, donc on va voir qu'il y a deux leviers de pouvoir. La technicité, on va voir dans un instant qu'est-ce que c'est. Techniquement, il y a des choses qui se mettent en place. Et le droit. Le droit, le but c'est quoi? C'est dans une mentalité juridique où ce qui est légal devient normal. Là, on a compris, hein? On l'a vu avec l'avortement, comme l'avortement est normal et légal, moralement, il va devenir acceptable. Ça devient normal, ça devient la norme. C'est le problème de la société occidentale qui s'est trop rentrée dans un monde juridique. Donc tout le monde veut des lois qui garantissent son identité. Il faut des lois, que ça devient normal, c'est la norme. Donc le projet transhumanisme va donner des lois qui vont dans ce sens pour rendre l'homme transformé et rendu normal. Ça, c'est les deux leviers. On va voir de quoi d'ailleurs, mais il faut avoir ça en tête. Constamment, le transhumanisme va agir sur ces deux leviers. Le levier technique, qui est premier, qui est une réalité, hein, et le levier juridique, pour rendre cet homme nouveau comme la normalité. Alors que dans le brave type, il est dans une contestation, un rejet du réel, en essayant d'imposer son idée à lui-même et au monde entier, comme il peut, le pauvre, il ne réussit pas trop bien. Là, on a une force de transformation du réel qui se présente comme positive, car on va augmenter vos capacités, la qualité d'être. Et vous en serez les premiers bénéficiaires. Donc c'est beaucoup plus dangereux. Alors c'est quoi les promesses des prophètes du transhumanisme? Concrètement. Alors, il s'agit de faire reculer les maladies et la mort. Qui pourrait contester ça? Améliorer les capacités physiques et cognitives. Cognitives, par exemple, on le voit déjà, il y a des publicités qui annoncent des lendemains très heureux. S'il faut apprendre l'arabe, une langue tellement merveilleuse. Les implants d'une connexion, on va dire une puce linguistique opérationnelle, qui prend le relais des capacités cognitives naturelles. C'est une augmentation de la qualité d'être.
capacité cognitive. Donc du coup, l'école ne consistera plus à apprendre, mais dans ce cas-là, avec la connexion intériorisée de différents petits et mini disques durs, va consister à apprendre à travailler, à passer d'un cerveau naturel qui se connecte à d'autres éléments de disque dur internes. Oui, la liberté de penser. Ça va être la conséquence. Gardez ça au chaud, on aura besoin. Donc, augmentation des capacités physiques, parce que la nourriture, par exemple, ne sera peut-être plus forcément nécessaire. Bref, ça c'est un des deux projets, mais c'est pas tout. Réaliser l'hybridation de l'homme avec la machine. Hybride, ça veut dire une nature mélangée. Donc on ne va plus concevoir l'humain à l'état comme vous me voyez maintenant. Il ne peut accéder à cette amélioration de qualité d'être que s'il consent à une hybridation, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, un renoncement volontaire d'une part de son libre arbitre pour dépendre de machines qui effectivement vont tenir leurs promesses d'amélioration de qualité, mais qui, l'hybridation, marche dans les deux sens, n'oublions jamais. On croit toujours que l'humain est maître de la machine, mais c'est pas certain. Je vous invite à lire un excellent livre qui est terrifiant, La guerre des intelligences. L'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. La guerre des intelligences. Et donc le projet est là. L'hybridation. Alors, la structure intellectuelle qui soutient la démarche. Alors, de quoi s'agit-il? On l'a bien dit, et ça c'est très important, l'esprit humain peut transformer toutes les réalités. Ça c'est la base du projet transhumanisme. Donc, ça veut dire que on est bien dans ce dualisme entre esprit et corps. Mais le corps, notre corps, n'est qu'un élément parmi tant d'autres dont l'esprit se saisit pour le transformer. Une fois qu'on a compris ça, on peut passer à la phase suivante. La rébellion de la volonté contre la nature n'est plus seulement une négation, comme on l'a vu avec ce pauvre monsieur-là, mais se veut féconde, une seconde création. Donc là, effectivement, on commence à toucher, quand on lit le premier livre de la Genèse, en hébreu, vous me corrigez, madame, Bereshit, Bereshit qui signifie au commencement en hébreu. Genesis en anglais, n'est-ce pas, ça veut dire le début, le commencement, la Genèse, Bereshit. Ou dans ce livre, l'adversaire dit: vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, l'état de nature consiste à avoir deux éléments où l'homme est dépendant de Dieu. L'élément corporel, qui a tenu jusqu'à présent, et l'élément spirituel, qui a cédé depuis longtemps, c'est-à-dire la nature humaine, eh bien, dans son esprit, reçoit de Dieu la distinction du bien et du mal. La nature du péché originel, quand on dit « vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal », c'est une mauvaise traduction. Il faudrait traduire « vous ne toucherez pas à l'arbre de la détermination du bien et du mal ». Donc du coup, la première rébellion a été spirituelle. Dans un premier temps, qui consistait à dire « on va déterminer soi-même ce qui est bien et ce qui est mal ». Et cette détermination est la nature propre du péché originel. Et donc du coup, cette rébellion première est très ancienne. On l'a vu dans une autre conversation, ça donnait le libéralisme. D'abord, c'est une rébellion personnelle, qui est le péché. Puis après, c'est une rébellion sociétale, on peut presque appeler ça la République, c'est-à-dire l'homme qui crée sa société indépendamment des lois de Dieu. Donc on est bien dans le domaine d'abord spirituel. Et là, maintenant, on atteint le domaine corporel, parce que la nature corporelle, elle résistait jusqu'à présent. L'homme était soumis aux saisons, l'homme était soumis
aux pressions atmosphériques, l'homme était soumis aux maladies, corporellement c'était ça. Donc la rébellion spirituelle, qui a commencé à l'arbre de la Genèse, où on détermine nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, touchait les actes humains que l'on posait, touchait l'organisation de la société avec les révolutions françaises, ni Dieu ni loi. Là maintenant, cette rébellion se poursuit, mais dans l'aspect corporel et cognitif. Et donc se veut une seconde création. Donc, la thématique juridique. Alors on l'a vu, on revient aux trois moments. En 1948, les droits de l'homme visaient la protection de la personne. Avec ce qu'on a vu là, à la fin du XXe siècle, les droits de l'homme visaient la libération de l'individu. On l'a vu avec cet homme tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Donc c'est l'individu qui s'érige en norme absolue. Et il le disait au pauvre speaker, qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme? Donc l'individu, on y est encore là-dedans, se situe comme norme absolue. Et que les droits nouveaux qui arrivent, le transhumanisme, comme on l'a dit, vise l'amélioration de l'humanité. Et donc considère que la première création est défectueuse. Et que, c'est ça ce qui se joue ici, la dignité humaine. Oh, quel beau mot, n'est-ce pas? Ça, c'est très important à saisir. La dignité humaine atteint son sommet technique et juridique lorsque elle est mise en activité pour que l'homme crée une nouvelle humanité. Et c'est ça la dignité de la personne humaine dans les droits juridiques, dans la logique transhumaniste. Je répète. Ici, la dignité de la personne humaine consistait à ne pas atteindre à son corps, lorsqu'un système comme le communisme, par exemple, privait une personne, pas un individu, par exemple, de vivre la foi, de se déplacer, d'avoir une entreprise, de se lancer dans quelque chose, en fait. Hein. Voilà, ça, c'est ce qui était visé. En logique juridique, la dignité de la personne humaine ici, c'est mon intelligence, ou plutôt ma volonté, ma raison, va définir qui je suis. Et personne d'autre ne peut le dire que moi-même. Donc la libération de l'individu. On n'est plus dans une personne, dans un individu qui décide de tout. C'est ça la dignité. Alors cet homme-là qu'on a vu tout à l'heure, il veut qu'on reconnaisse qu'il est binaire. Donc tout le monde doit le reconnaître. Il n'est pas homme ni femme, il est binaire. Donc là c'est la logique, effectivement, l'individu. Là, la dignité de la personne humaine, c'est plus respecter la personne, ou bien même aller dans ce sens-là, c'est tant que l'humanité ne se décide pas à faire le saut dans la création d'une nouvelle humanité, elle est encore soumise. Donc il faut faire ce saut supplémentaire, plus aucune soumission à l'ordre naturel et donc par derrière à Dieu, mais ça pas seulement pour des individus qui réclameraient personnellement d'être homme, femme, binaire, ce que vous voulez, mais que tout un mouvement scientifique et juridique se mette au service de la création d'un homme nouveau. D'accord? Alors, une thématique très ancienne. Voltaire, déjà, le fameux Voltaire, n'est-ce pas, et Turgot. Alors, ces deux-là semblent très anciens, mais Voltaire et Turgot déjà parlaient de ça. Alors, Voltaire, c'est lui qui a forgé le mot de perfectibilité en 1746 pour désigner l'idéal du progrès humain. Donc somme toute, il lance le projet transhumaniste. Il faut bien comprendre ça. Il dit, l'idéal du progrès, c'est pas simplement créer des machines qui vont remplacer les bœufs ou les vaches, les tracteurs, c'est pas seulement créer des machines qui vont laver le linge à la place de la ménagère qui est à son lavoir. C'est pas ça. La perfectibilité. Donc ça veut dire il n'avait pas encore la capacité technique, mais il avait déjà l'intuition que le progrès, c'est s'attaquer à qu'est-ce que l'homme, pour le modifier. Turgot, lui,
va utiliser le terme de perfectibilité pour dire que l'homme est malléable comme la cire. Et là, nous avons ce qu'on appelle la matrice intellectuelle du transhumanisme, qui va radicalement s'opposer à ce qu'on appelle les lois de la nature. La nature, c'est qu'est-ce que l'homme crée, comment, en cohérence avec ce qu'il est, perfectionner ses capacités intellectuelles et spirituelles. C'est l'éducation. L'éducation civile et religieuse. On va, en cohérence avec ce qu'il est, essayer de le faire progresser comme une fleur qui se développe en cohérence avec sa graine. Ça, c'est le projet naturel, qui reconnaît donc une loi de la nature, qui reconnaît donc un législateur divin. Et c'est donc en approfondissant les lois telles que le Créateur les a voulues, qu'il a exprimé dans les 10 commandements. Et on développe la personne en cohérence avec ce qu'elle est. Turgot va complètement donner le premier coup de hache dans cette perspective en disant non, la perfectivité de l'homme, c'est dire que l'homme est malléable comme la cire. C'est qu'une matière qu'on va complètement transformer. Et c'est pas tout. Condorcet. On est dans une période révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Alors je cite, « Il doit arriver un temps où la mort ne sera plus que l'effet d'accidents extraordinaires ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable. » C'est un langage un peu philosophique, mais qui montre bien que la mort ne serait plus que l'effet d'un accident. Le projet transhumanisme d'une vie éternelle sur Terre est déjà clairement fondé en philosophie durant la période révolutionnaire. Il ne restera plus qu'à la technique moderne d'appliquer ça. Comprenez? C'est pas tout. Trotsky, communiste, compagnon de Lénine en son temps, l'homo sapiens, maintenant figé, se traitera lui-même comme objet des méthodes les plus complexes de la sélection artificielle et des exercices psychophysiques. Par là, il se haussera à un niveau plus élevé et créera un type biologique et social supérieur, un surhomme, si vous voulez. Donc là, on voit effectivement comment le même projet de Condorcet, et surtout Voltaire et Trudeau avant, commence à s'affiner intellectuellement. On n'a pas encore les moyens techniques pour le faire, à ce moment-là. Mais le projet est très ancien. Donc cette phrase est très importante. Par là, où l'homme, effectivement, par là, l'homme se haussera à un niveau plus élevé et créera un type biologique. Créer un type biologique. Ça veut dire que jusqu'à présent, les hommes qui naissaient étaient le fruit de l'amour de l'homme et de la femme. Et les enfants qui naissaient avaient le même type biologique il y a 500 ans, 1000 ans, 3000 ans, enfin. Voilà, là, on veut créer un nouveau type biologique. Si vous lisez effectivement Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est parfaitement défini alors que son frère était à l'opposé. Julian Huxley, le frère de Aldous. Bonjour les réunions de famille. Dans son roman Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, montre ce que c'est que ce monde qu'on va créer de toutes pièces, une nouvelle humanité qui est une horreur. Et s'il écrit ce livre, Aldous Huxley, c'est parce qu'il voit son frère. Et qu'est-ce que dit son frère? Je crois dans le transhumanisme dès l'instant où un nombre d'individus affirmeront avec conviction que la race humaine est au seuil d'une nouvelle forme de vie. Donc tout ça se met en place. Et c'est pas tout. Alors, c'est une association, le World Transhumanism Association, a publié en 2012 un autre manifeste de transhumanisme qui promeut notamment quoi? La liberté morphologique définie comme le droit de modifier et d'améliorer son corps, sa cognition et ses émotions. Donc là, on voit de plus en plus le projet, si vous voulez, s'affiner d'un point de vue technique. Donc là,
Avec Turgot, on était aux prémices où il parlait de perfectibilité comme l'homme est malléable comme la cire. Voilà, c'est un peu général. Là, en 2012, donc, le transhumanisme promeut notamment la liberté morphologique de définir comme le droit, donc toujours le droit, l'aspect juridique et technique, de modifier et d'améliorer son corps, sa cognition et ses émotions. Alors, un autre aspect, c'est ce qu'on appelle l'eugénisme dans le transhumanisme. Alors, l'eugénisme, vous avez un dialogue prénatal, diagnostic prénatal, un diagnostic prénatal, donc l'enfant est là. Hein? C'est déjà une technique qu'on appelle la myosynthèse qui est très dangereuse parce qu'on va percer quand même, vous me corrigez si je me trompe, on va quand même percer la poche amniotique pour prélever un peu de liquide amniotique pour faire une étude de ce qui se passe là-dessus. C'est un diagnostic prénatal, donc l'enfant est là, dans sa poche, et on va prélever du liquide amniotique. Attention à la myosynthèse, parce que si on perce de trop, les os, elles partent et l'enfant il part avec, il est mort. Ça c'est le problème. On va arriver à un diagnostic pré-implantatoire. C'est DPI. Donc là, nous avons donc à ce moment-là, grâce à la technicité, déjà l'ovulation de l'ovule avec un spermatozoïde, mais extra-utérin. Il y a déjà fécondation, donc il y a déjà, je dirais, un système d'ADN qui est là, le chromosome et tout ce qui, ça va très vite, ça. Et donc, on va à ce moment-là commencer, effectivement, à repérer, c'est le but, un diagnostic, on est bien dans le diagnostic, les défaillances chromosomiques ou qui peuvent exister afin de ne pas implanter ce genre d'embryon, va-t-on dire. Donc là, c'est déjà, l'enfant se développe. Là, on a déjà fait un pas premier, où on va sélectionner les petits embryons. Le projet transhumanisme, c'est la composition génétique. Donc c'est un pas supplémentaire, c'est-à-dire que avec l'ensemble des données biologiques existantes, on va, comme un puzzle, prendre les caractéristiques, par exemple, qu'on veut, comme couleur de cheveux, de yeux, corpulence, le sexe évidemment, la couleur de la peau, enfin, tous génétiquement, on va créer un nouvel être selon les standards de la femme ou au moins du couple, aujourd'hui hétéro ou homosexuel. Donc là, on a fait, si vous voulez, on a fait 2 sauts. Ça existe toujours, ceci existe toujours, mais le projet transhumaniste, il n'y en aura plus besoin de ça, parce qu'on va vous créer l'être parfait. Vous voyez comment le projet est séduisant dans l'opinion publique, parce que c'est pas contre nature comme ces gens apparemment qui prétendent être femmes ou hommes alors que binaires. C'est même pas contre la nature, c'est au-delà de la nature. Il n'y a plus de contestation. On va créer de toutes pièces l'être qu'on veut, avec également, si la technicité avance, on l'a bien vu avec, je reviens un peu en arrière, avec le droit de modifier et d'améliorer la cognition. Donc on va jouer également sur les éléments biologiques existants pour stimuler un état cérébral supérieur ou inférieur, selon les besoins. Améliorer, mais après vous aurez, comment dirais-je, ça reste pas individuel. Vous aurez, comment dirais-je, le concept juridique va évoluer. Donc le droit crée une société. Et donc il y a des besoins que la société doit assumer. Mais des êtres naturels peuvent peut-être se rebeller contre certaines conditions de travail. On le voit en France, on est doué pour ça, pour les manifs. Pour éviter ce problème, il est tout simplement nécessaire de réduire la capacité de cognition et d'émotion. C'est pas un problème, ça. Ou ça ne le sera plus dans peu de temps.
pour que ceux qui doivent jouir du travail d'autres sans contestation possible puissent avoir une main-d'œuvre qui va avoir une amélioration corporelle, peut-être, pour différentes raisons, avec une faiblesse cognitive et émotionnelle. Donc des esclaves. Des esclaves. Mais créés comme tels. C'est vraiment le livre, hein, le meilleur des mondes. C'est ça. Vous comprenez pourquoi Aldous Huxley écrit ce livre, parce qu'il y a son frère à côté, Julian Huxley, qui a été dans la promotion de ce type. Donc, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est-à-dire que le projet transhumaniste va toujours vous montrer l'amélioration des capacités, mais qui peut dans un sens, peut dans l'autre. Donc c'est bien une nouvelle création. On n'est plus dans la société individualiste qu'on connaît encore aujourd'hui, où il y a des gens voilà, qui veulent se définir comme transgenres. C'est un peu leur problème, comme on disait tout à l'heure, hein, qui est assez difficile à vivre, parce qu'il y a, eh bien, chaque matin, quand ils vont aux toilettes, eh ben, un homme, il voit qu'il fait pipi debout, quoi, hein, et pas comme une femme. Donc là, le réel se rappelle à lui assez rapidement. Là, non. Pas du tout. On a fait un saut. On n'est plus, c'est très important à comprendre, de la contestation de la nature, parce qu'on va faire une nouvelle, dont le but est l'amélioration. Mais pas l'amélioration individuelle, l'amélioration sociétale, avec une inégalité de nature, cette fois-ci, entre les êtres. On ne peut plus parler d'humain, parce qu'un humain, si on parle d'humain, c'est qu'il est comme il est, sorti de la main de Dieu, voulu comme tel. Mais là, on a de nouvelles créatures qui apparaissent. C'est pas viol, c'est la personne humaine. Mais il n'est plus à la personne humaine. On est là, il faut bien comprendre que le projet de transhumanisme dépasse la notion de personne humaine, où le sommet, c'est, je dirais d'une certaine manière, même pas la raison, mais la conscience d'être, qui vise à être, d'une part, éternelle sur Terre. Donc, comme on l'a dit au début de conférence, il faudra, comme la conscience est malheureusement aujourd'hui liée au corps, vous n'avez pas une conscience qui est posée dans ce verre. Ça paraît stupide de dire ça. Mais c'est le but. De permettre à la conscience de continuer d'exister dans sa liberté d'agir, d'expression, indépendamment de son corps. Parce que le corps, lui, vous va mourir. Et comme il n'y a pas d'âme immortelle dans ce projet-là, qui apparaît devant Dieu, dans le projet humaniste, si le corps meurt, le fait est que la conscience individuelle et libre disparaît avec. Comme c'est une pensée athée. Donc, il faut permettre à la conscience libre individuelle d'avoir un nouveau support, indépendamment de son corps. Ou un corps qui déjà est amélioré, c'est une étape intermédiaire, mais l'idée d'éternité, c'est qu'il faut un support qui puisse être changé, soit un support corporel, ou un support informatique, ou quel que soit le support. Oui. C'est infini. Donc l'idée, c'est créer l'éternité. N'oubliez pas, repousser la mort. Mais pas la mort du corps, parce que de toute façon, c'est qu'un support. La mort de la conscience individuelle. Alors déjà, le brave type barbu, là, quand il disait « je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis binaire », il est déjà dans cette logique-là, c'est qu'une étape intermédiaire. Ma conscience prend le dessus sur le réel. Donc là, il faut rendre techniquement possible ce que la nature ne permet pas. La nature ne permet pas de durer éternellement, la preuve est des morts tous les jours. Donc il faut faire un saut par rapport à ça. Alors, il faut limiter aussi les êtres sur Terre. Après, dans ce projet-là, eh bien, qui aura droit d'avoir une amélioration cognitive ou une régression cognitive, c'est pas vous qui allez choisir. Hein. Et quand il n'y a plus de place, on va sur Mars. Theodore Roosevelt, tiens, président des Amériques, démocratie, liberté, que disait-il? La société n'a pas intérêt à permettre à des dégénérés de se reproduire. Et espérait qu'un jour, nous nous rendons compte que le premier devoir, le devoir incontournable du bon citoyen, du bon type, est de laisser son sang derrière lui, son sang derrière dans le monde, et que nous n'avons pas intérêt à permettre la perpétuation des citoyens de mauvais type. Et il a dit ça en 1913. Donc le projet eugéniste de sélection, à ce moment-là, c'est qu'une sélection encore dans le cas de la nature, parce que le projet transhumaniste n'est pas encore techniquement au point.
Donc on va sélectionner par moyen de stérilisation, d'autres on les éliminer, l'extermination, oui, avant la guerre, quand il a tué les handicapés. Il y a différents moyens, mais on reste dans le cadre naturel, parce qu'ils sont là, on n'a pas le choix. Mais déjà la distinction. Le projet transhumaniste va faire la même distinction, mais cette fois-ci non pas subi, mais voulu. On va créer des êtres inférieurs pour qu'ils remplissent leurs tâches dans le type de société créé comme nous le voulons. Alors que là, le projet eugéniste, il subit ce qu'il appelle les dégénérés. Il les subit. De quoi en faire? Parce qu'ils sont tarés, comme il disait, ils ont des tares, hein, c'est ça, quand on dit tarés, c'est pas au sens péjoratif, c'est au sens médical. Ils ont des tares, parce qu'ils ne servent à rien. Hitler dirait, ils sont improductifs. Improductifs. Donc il faut créer dans le projet transhumaniste, des dégénérés productifs. C'est pareil. Là, il devient utile. Ça peut être très loin, pas forcément de l'industrie, hein, mais ça peut aussi être, on le voit dans la dégénérescence morale, une production de plaisir sexuel à qui on aura besoin. Sans, comment dirais-je, l'amélioration émotionnelle. Il n'y a plus une notion de spiritualité. Non. Ah, c'est rasé. Mais si, ils vont créer un Dieu qui va décider de tout ça. Ah ben, le Dieu, c'est qui? Et voilà, parce que vous avez cité Descartes, vous avez cité... Je dis Descartes, j'ai pas dit... Non, c'est Voltaire et Turgot. Voltaire, pardon, excusez-moi. Oui. Voltaire, donc qui était anticlérical. Oui. Et Trotsky, donc là, ces deux, pour moi, sont... par la pensée, sont identiques à mon avis. Oui. Et donc il n'y a plus de spiritualité. Non. Alors il y a quoi? Ah ben, en fait, il y a la bonne question que vous posez. La proposition de l'adversaire, vous serez comme des dieux. On y arrive. Et là, la boucle est complète parce que, comme je dis, il y avait d'abord la révolution morale, donc je décide moi ce qui est bien et mal. Après la révolution sociétale, avec toutes les révolutions qui créent un monde sans Dieu, communiste, ce que vous voulez, qui est passé par là. Et maintenant, on va jusqu'au bout de la logique. Il faut que l'aspect corporel, d'intelligence et d'émotion soit non pas reçu de la nature, mais créé de toutes pièces. Une nouvelle création. Clairement. Et c'est très puissant. Alors après, les réalisations très concrètes, hein, avec l'implantation d'un cerveau hybride, tout ça, vous trouvez ça sur Internet. Les conséquences. Hein. Mais là, ce soir, ce n'est pas sur les réalisations pratiques, mais vous trouvez ça sur Internet. Mais saisir la matrice intellectuelle. Et, on l'a bien compris, l'argument de vente, il est là. Améliorer. Alors que dans les transsexuels ou transgenres, il y avait une contestation. Là, il n'y a pas de contestation. On vous offre un projet technique et juridique qui va améliorer votre corps, votre intelligence et vos émotions. Mais au prix de quoi? D'une hybridation. Vous allez être hybride. Donc, une part de vous-même sera contrôlée par d'autres. C'est clair. Donc, une société d'esclaves, en fait. Hein. Riposte catholique. La riposte, comme toujours, si vous voulez, il y a deux niveaux. La riposte catholique, la première, c'est que, parmi les choses, il y a deux aspects que nous ne maîtrisons pas. Un élément humain que nous ne maîtrisons pas, il n'est pas certain que ce projet aboutisse, malgré les forts moyens financiers, scientifiques, parce que c'est emballant. Vous imaginez, pour un jeune esprit brillant, participer à la création d'une nouvelle humanité. Et quand on lui dit mettre une intelligence au service de l'amélioration de l'humanité, il y a de jeunes esprits brillants qui ne vont pas avoir le recul, ils vont dire oui, ils vont se mettre au service de ce projet-là. Et des jeunes juristes ou autres qui vont dire oui, il faut trouver la structure juridique qui permette ceci, il ne faut pas que les nations empêchent le progrès. Donc on va modifier. Donc il y a une attraction comme un trou noir très puissant, beaucoup plus puissant que les contestataires transgenres qui restent très marginales. Ils ont été utiles à un moment donné, dans la logique transhumaniste, pour définir la suprématie de la conscience sur le réel. Ils ont été utiles pour ça, mais c'est tout. Ils n'iront pas plus loin. Ils continueront à avoir leurs problèmes d'identité. C'est leur problème, à la limite, on s'en fout.
Mais ils ont été utiles pour faire le saut vers le transhumanisme, c'est-à-dire que maintenant, l'humanité ne va pas seulement contester, on a dit, la nature, mais créer une nouvelle. Alors la riposte, c'est que il peut y avoir des réactions culturelles et sociétales qui disent nous ne voulons pas l'hybridation de notre intelligence. Est-ce que ce sera respecté? Pas certain, parce que en face, c'est très subtil. Hein. On dira, bah, écoutez, c'est pour votre bien, votre santé va en profiter, allez-y. Tout doucement, ça se fait, c'est pas un coup de décret. Hein. C'est par étapes. Regardez, là maintenant, l'hybridation commence externe. C'est-à-dire vous avez des applications sur votre smartphone, sur votre degré de santé. Hein. Si vous ne marchez pas 10 000 pas par jour et que votre écran vous le dit, vous n'êtes pas en forme, donc vous devez faire les 3 000 pas qui restent. Mais moi j'ai ça, hein. Regardez, je vais vous dire, hein. Bah, je vous dis tout à l'heure combien de pas j'ai fait aujourd'hui. Quand j'allume mon téléphone, c'est la première chose que je vois. Donc on habitue la pensée à une hybridation externe, là, pour l'instant. Mais après, il suffit de faire un pas pour une hybridation interne, dans le crâne, là, en fait. On va habituer. Donc, c'est une des variables, est-ce que les gens vont accepter, c'est pas sûr. Et l'autre grande variable, si n'oublions pas, que comme le projet transhumaniste est une nouvelle création, donc c'est une, pour prendre un terme assez fort, une injure à la création divine. Donc, que va faire le bon Dieu? Parce que là, c'est un monde infernal qui se met en place. Hein. C'est plus... ma création est faite à mon image et à ma ressemblance. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Elle est faite à l'image, à la ressemblance de l'homme lui-même. C'est ce que disait Trotsky. Le sommet de la dignité, c'est quand l'homme lui-même créera une nouvelle création. Donc là... on a vu, ceux qui participent aux veillées Fatima, que le ciel intervient. Mais ça, bien sûr, le projet transhumaniste, il vous rigole au nez quand vous dites ça. Mais quand les faits viennent, bon, on verra. Et ça, c'est la liberté divine, on n'en sait rien. Donc ça, c'est les deux variables qui nous échappent. Les réactions des gens, pas seulement individuellement, mais même collectivement. Et la liberté divine, hein, qui à un moment donné va dire, non, ça suffit. Ça concerne toutes les religions. Dieu est créateur de, je dirais, quand Dieu intervient, il est Dieu. Hein. Mais, à notre niveau, la non-participation au nom de la loi divine. Alors là, c'est assez compliqué. C'est-à-dire, comme nous, on sait qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on va refuser, non pas la médecine. La médecine, son but, c'est de rétablir les fonctions biologiques telles que l'homme est. Et il va donc guérir des maladies, et pour que l'état de nature prenne de nouveau son fonctionnement. Ça, c'est la médecine, et il faut se laisser soigner par les médecins. Mais lorsque, en fait, peut-être que nous, on ne connaîtra pas encore ça, parce qu'on ne pas suffisamment avant, on ne participe pas encore suffisamment à l'état d'avancement du projet transhumaniste, mais lorsque des projets d'hybridation interne vont commencer à venir, par exemple, ben voilà, votre maman a un Alzheimer, dysfonctionnement cérébral, on va vous proposer une machine dans le cerveau qui, sur des fonctions de comportement pour se déplacer, pour avoir une notion du temps, aujourd'hui, demain, hier, ça prend le relais. Ça prend le relais. Et donc, dans le quotidien, elle se sentira mieux, votre maman. Elle se sentira mieux. Bien sûr, elle aura un comportement extérieur qui sera plus cohérent. Mais ça sera plus elle. Ce ne sera pas forcément elle. Et avec les systèmes de, si vous voulez, de connectibilité qui existent aujourd'hui, une hybridation interne, elle n'est pas simplement autonome en elle-même, comme un pacemaker, si vous voulez, qui relance en interne simplement un cœur. Mais il y a des connexions qui peuvent être faites par différents ordinateurs ailleurs, en fait. Hein. Donc on peut tout à fait définir, mais maintenant il faut que les gens pensent comme ceci.
et le relais va se faire grâce à l'hybridation. Donc ça, refuser d'entrer dans ce projet-là, même si on doit mourir parce que notre corps atteindra la limite de sa vie et on mourra un jour. Accepter de mourir. C'est la première réaction au nom de la loi divine face au projet transhumaniste. Non, j'accepte de mourir. Pas forcément martyr, mais de mourir parce que mon corps atteint ses limites et que maintenant, j'espère que mon âme est un tas de grâce pour être devant le Seigneur. Accepter la mort. C'est la première réaction de rejet du projet transhumanisme. Parce que dès qu'on accepte, non, ce serait bien de prolonger la vie encore et encore et encore. On a accepté le principe, on acceptera les conséquences concrètes. Donc la première réaction, accepter la mort. Tout simplement. Après, la deuxième réaction va peut-être vous faire rire. Parce qu'on ne participe pas on n'est pas dans les laboratoires, on n'est pas dans des cabinets. Lobbying et l'entrisme. C'est-à-dire, si on peut accéder, nous ou d'autres, quand je parle de riposte, c'est pas forcément nous autour de la table, mais comme le fait Grégoire Pupin, ou d'autres, là où les choses se décident d'un point de vue juridique ou technique, rentrer, influencer, pour aller jusque au sabotage. Faire dire que ça ne marche pas. Casser la machine. Comme d'autres l'ont fait dans d'autres circonstances. Parce que le projet transhumanisme parle de cette idéologie que c'est le sens de l'histoire. C'est dans cette direction-là qu'on va. Hein? Donc, si nous, avec ces deux moyens-là, on n'arrêtera pas, il faut le savoir, leur perspective. Ça ne peut que la ralentir. Eh bien d'accord. Ici, on peut ne pas y participer à titre personnel. Ceux qui peuvent faire du lobbying ou de l'entrisme, c'est-à-dire entrer là où les choses se décident, en vue de freiner. Mais la victoire, là, c'est pourquoi, comme on rentre dans la dernière phase de la révolte contre la loi divine, je rappelle les deux premières, révolte individuelle, où je décide ce qui est bien et mal, révolte sociétale, où on crée un univers, une société sans Dieu, où l'homme crée ses propres lois pour la société. On arrive à la troisième et dernière étape, où on crée un homme nouveau. Donc on entre dans un discours qu'on appelle eschatologique, où la confrontation ultime est clairement définie entre Dieu et sa création et le projet démoniaque, vous serez comme des dieux. Donc à un moment donné, comment la liberté humaine va aboutir à sa limite imposée par l'intervention divine. Je crois que on est à l'aube d'un temps où, eh bien, parce que la complainte, comme on disait dans l'ancien Israël, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, dans le langage chrétien, comme on disait, ces pauvres de Yahvé qui voyaient qu'en Jérusalem, les rois et même au temple, c'était la débauche et la complainte des pauvres, parce qu'il ne restait plus que ça. Et Hanawim, on appelle ça en hébreu, les pauvres de Yahvé. Mais qu'est devenu Jérusalem? Et vous voyez, donc là, cette même complainte, Seigneur, on entre là maintenant dans quelque chose qui est horrible, l'enfer sur terre. Et là, c'est la complainte du petit reste pour que ta main droite ne s'est pas raccourcie, Seigneur. Qu'on n'entre pas dans cet enfer-là. Parce que si nous, on peut résister, parce qu'on a connu l'ancien monde, c'est-à-dire le monde tel qu'il est sorti de la main de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a peut-être des êtres qui vont naître, qui n'auront jamais connu l'ancien monde. Et qui vont être dans une acceptation de cette tyrannie, en fait. On pourrait parler effectivement de ce qui est clonage, en fait, là-dedans. Mais le clonage est simplement d'ordre physique. Le projet transhumaniste est beaucoup plus loin, c'est la variabilité
des éléments corporels, cognitifs et émotionnels. Les trois. Par, on l'a bien compris, l'hybridation de la personne humaine avec la machine. Toujours un projet d'amélioration, en vue de créer le paradis terrestre. Mais tous ceux qui ont prétendu créer un paradis terrestre, on l'a vu, les soviétiques faisaient pareil. Hein. Le monde égalitaire, le paradis soviétique, ils appelaient ça. Il y a les années 70, personne n'aurait pensé que ce système allait s'effondrer. Il n'est pas totalement effondré. Hein. De toute façon, il triomphe dans beaucoup de domaines encore, surtout sur l'autonomie de la raison par rapport à Dieu. Enfin, il triomphe encore. Hein. Mais en tant que société organisée, il s'est effondré. Alors. Et au jour d'aujourd'hui, on laisse aussi encore des gens en vie, quelque part, qui devraient mourir, mais qu'on maintient en vie. Voilà, ça, c'est encore l'intermédiaire. Là, c'est dans le domaine encore médical. Donc, c'est l'assistance respiratoire, l'assistance cardiaque, en fait, hein, qui est un problème moral, mais qui n'est pas dans le projet transhumaniste. Parce que là, là, on est encore simplement dans le maintien du vivant tel qu'il est. Hein. Donc, le transhumanisme a dit, regardez, ce genre de problèmes moraux que vous soulevez, nous, on va les dépasser. Il n'y aura plus d'assistance. Parce qu'il y a un projet éternité. Parce qu'on aura sélectionné en amont, grâce à la sélection génétique, et en aval, grâce à l'hybridation. Si on est dans un monde où on accepte de mourir, en fin de compte, on ne devrait pas être là non plus déjà. Alors, tant qu'on reste dans la médecine, c'est autre chose. La médecine, c'est aider à ce que le corps tel qu'il est, puisse vivre le plus longtemps possible. C'est le corps tel qu'il est. C'est le projet médical, les médicaments, les prothèses, tout ce que vous voulez. Hein. Mais ça reste le corps tel qu'il est. Là, c'est une nouvelle humanité. Mais dans ce monde, donc on ne peut pas se suicider, on ne peut plus se noyer, on ne peut pas avoir d'accident de voiture et mourir. Si, parce que le suicide, qu'est-ce que c'est dans le projet humaniste, transhumaniste? C'est que la conscience ne veut plus, ou ne supporte plus, pour des raisons qui lui appartiennent, le support qui la porte. Donc, le suicide, c'est plus la disparition, mais on va changer de support. Vous comprenez? Mais la vie doit continuer. Mais comme le support sera amélioré, eh bien, j'atteindrai le bonheur. Mais il y a quelque part quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Mais l'âme dans tout ça. Il n'y a pas d'âme. Dans le monde transhumaniste, il n'y a pas d'âme. Et c'est bien ce que le communisme disait. L'âme n'existe pas. C'est ce qu'on appelle un matérialisme pur et parfait. Vous avez raison de soulever ça. Dans le projet transhumaniste, il n'y a pas d'âme. Il n'y a qu'une conscience individuelle qui, pour exister, doit avoir un support. Sinon, elle disparaît. Et pour éviter qu'elle ne disparaisse, il faut lui garantir la pérennité de différents supports successifs. Mais l'âme n'existe pas. Et là, on voit effectivement que Trotsky, qui est communiste, prépare, on l'a vu là, hein, tout à l'heure, je peux revenir à lui, hein, voilà. Il est là donc effectivement, hein, comme c'est qu'un pur matérialisme, il faut garantir à la conscience individuelle de se pérenniser. Tout simplement. Mais alors évidemment, la vraie limite, c'est qu'un jour la mort vient quand même. Et là, et c'est ça peut-être la limite du projet transhumaniste, c'est qu'il risque tout simplement, techniquement, pas aboutir. Parce que c'est bien beau de dire on va connecter la conscience sur un support numérique. C'est qu'un beau discours. Ça n'arrivera peut-être jamais. Et à un moment donné, il y aura bien la séparation de l'âme et du corps, et l'âme se retrouvera bien face à son créateur. Donc le projet transhumaniste va peut-être s'arrêter en cours de chemin, à dire que le rêve d'éternité de la conscience ne se réalisera peut-être jamais, parce que c'est pas possible. Parce qu'il y a une âme. Parce qu'il y a une âme. C'est ça. Et l'âme, à un moment donné, prend le dessus sur la fameuse conscience individuelle. Et c'est ça la fameuse variable aussi. Ça n'aboutira pas. Mais ça a bataillé pour, techniquement et juridiquement. Le problème n'est pas tellement de savoir si le projet pourrait aboutir ou pas. C'est qu'est-ce
qu'il y a comme combat spirituel dans l'âme de tout un chacun vis-à-vis de ce projet. Comment nous allons réagir? Je pense que autour de cette table, vous êtes, je l'espère, contre ce projet, mais dans la société, je vous garantis que les gens qui écoutent France Inter, ils vont être emballés comme ils sont arrivés emballés dans tout ce qui a précédé. Et la majorité ne sera pas celle qui va défendre les valeurs judéo-chrétiennes. Ça, je vous le garantis. Je peux vous le dire d'ores et déjà parce que j'ai déjà vu, et nous avons tous vu, ce qu'il en était dans d'autres sujets, comme les lois sociétales, qui sont moins graves pour l'instant parce que les gens ne voient pas le but de tout ça. Le but de tout ça, c'est exactement ce projet. Ils voient là une plus grande liberté de tout un chacun et le respect des individus. Mais c'est un mensonge, hein, parce que le problème, c'est le combat spirituel. Oui. Mais vous savez, même si chacun de nous là est contre, avant ça, admettons qu'une personne d'entre nous a son enfant qui va mourir. Voilà, c'est ça. Une personne qui l'aime. Et là, il y a bien combat, comme dit. Et qu'on lui dit, voilà, maintenant, on fait ça, il va vivre. Mais là où on sort du mensonge, c'est que on va dire, il va vivre. En fait, si on prend très concrètement, en fait, l'hybridation, vous aurez un nouvel enfant, ce sera plus l'enfant que vous allez connaître. Apparemment, son corps sera là, mais l'hybridation de son cerveau va faire que ce sera une nouvelle personne. Ce sera plus lui. Lui sera quelque part mort. Mais il y aura une nouvelle personne hybride qui va exister. Et là, il y a le mensonge. En fait, on ne le sauve pas. D'une manière ou d'une autre, il meurt. Donc il faut des lanceurs d'alerte comme nous. Voilà, tout à fait, c'est très important. À dire, très concrètement, c'est dire aux gens, est-ce que vous voulez devenir des êtres hybrides? Pour, effectivement, éviter la douleur, pour prolonger apparemment la vie. Mais quelle vie? Une nouvelle vie, pas celle que vous connaissez. Mais regardez, au jour d'aujourd'hui, on pleure nos morts. On devrait être content, ils sont auprès de Jésus. Ah, ça dépend. Jésus a pleuré là. L'enfer existe aussi, n'oublions pas. Hein. Ils ne sont peut-être pas tous auprès du Seigneur. Attention, hein, ça faut pas l'oublier. Hein, donc, il y a comme une inquiétude face à la mort, parce que le bonheur éternel n'est pas garanti pour tout le monde. Hein. Paul Naref n'est pas le prophète qui dit qu'on ira tous au paradis, hein, bien clair. Donc, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on pleure, parce que, attention, que devient l'âme? Mais, comme dit, comme tous les projets qui sont contre nature, à un moment donné, le projet lui-même s'enraye. Il n'aboutit pas. Oui. J'aurais peut-être de la peine à exprimer toutes mes idées. Il y a quand même un phénomène, je parle de la pollution. Oui. Je ne sais pas si nous tous, vous avez peut-être remarqué sur ces 5 dernières années, c'est que quand vous rencontrez des amis ou que sais-je, le problème de la pollution est de plus en plus souvent présent. Je ne sais pas si vous en ce qui me concerne, beaucoup de gens parlent aujourd'hui de la pollution. Mais c'est déjà une forme de dérèglement de ce que l'homme a mis en place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose, c'est une dérive. C'est une dérive de notre système où on a pensé constamment produire et jeter. Hein, parce que en réalité, la pollution, le problème, c'est de jeter. Hein. Si on avait toujours pris ce qu'on avait et si on avait cherché à le recycler à temps, il n'y aurait pas le continent plastique dans l'océan Pacifique. Donc, il y a des garde-fous qui s'installent quasi automatiquement. La pollution, et l'histoire de la pollution en est un exemple. Et celui-ci, il va, à mon avis, parce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer, je suis un optimiste sans limite, je crois qu'on arrivera à trouver. Alors comment, je ne sais pas, parce que je n'ai pas poussé la réflexion aussi loin que vous, mais je crois que l'homme va se buter lui-même, et va comprendre qu'il va à sa perte. Alors, oui et non, parce que c'est bien beau tout ce qu'on entend sur l'écologie, mais il ne va pas jusqu'au bout de la racine.
c'est que d'où vient tous ces dérèglements que vous évoquez, c'est cette, comme dirait saint Paul, cet insatiable appétit de jouissance. Oui. Et ça c'est clair, saint Paul est très clair là-dessus, cet insatiable appétit de jouissance. Et donc cet insatiable appétit de jouissance a des conséquences que vous évoquez. Mais si vous écoutez bien les écologistes, c'est-à-dire qu'il faut réguler, mais réguler quoi? On ne remet pas en cause la racine, et c'est pour ça que vous avez raison de dire que c'est un combat spirituel, cet insatiable appétit de jouissance. Et si vous regardez bien, ces problèmes écologiques ne sont qu'un écho à une société qui a érigé la jouissance comme la norme absolue. Et si on n'arrive pas à voir que certains principes sur lesquels nous vivons sont mauvais, on va juste déplacer le curseur, mais on va continuer à vivre selon l'insatiable appétit de jouissance. Et si on ne cherche qu'à réguler les conséquences, on ne s'en sortira pas. Le respect de la nature aussi. Oui, alors ça c'est un des aspects. Mais pourquoi? Parce qu'on veut jouir de beaucoup de choses, les derniers éléments technologiques et autres, c'est ça le moteur en fait. Hein. Et la société n'a pas toujours fonctionné comme ça. Hein. La société n'a pas toujours fonctionné comme ça. Il y avait la chrétienté, par exemple, c'était que la société doit donner le maximum de garanties aux âmes d'aller au paradis. Donc la société se voyait comme une matrice qui permet aux personnes de vivre les vertus. Aujourd'hui, la société se voit comme qu'est-ce qui va favoriser l'appétit de jouissance. C'est ça, la publicité y passe, la technicité va dans ce sens-là, je n'ai rien contre les médecins plasticiens, mais voilà, on se recrée un corps, donc tout est au service de cette pensée-là. Et donc la résistance, on a dit effectivement accepter de mourir, et considérer sa vie comme un chemin vers l'éternité, et pas comme une réponse à cet insatiable appétit de jouissance. Quand on a cette détermination-là, on rentre, comme le disait, dans un combat spirituel. Et c'est ça l'enjeu. Alors justement, comme réponse à ta réflexion, si les êtres humains tiraient conscience de leur expérience, aujourd'hui, on devrait avoir tous les jours dans les médias des gens qui réfléchissent sur les raisons pour lesquelles le XXe siècle a connu 2 guerres mondiales. Et quel rapport ça peut avoir, par exemple, avec les Lumières? Soi-disant Lumière française. Hein. Je ne vois aucune réflexion dans ce sens dans la société. Oui. Si je dois définir l'enfer, je dirais c'est un endroit où il y a des regrets éternels, mais il n'y a pas de repentance. Oui. Et donc, nous sommes exactement dans ce monde-là. On regrette les mauvaises actions qu'il y a eu lieu dans notre histoire, mais à part l'Église, je ne vois personne qui se repent. La République ne se repent pas. Hein. La République, ou alors l'esprit variable. Les communistes ne se repentent pas. Ils regrettent, ils se diront que c'était pas bien, mais il n'y a pas de regret. Ils avaient raison. Même les nazis, hein. Les nazis aujourd'hui, ils disent, Hitler avait peut-être exagéré, mais sur le principe, l'idée qu'il y a des hommes supérieurs aux d'autres, d'ailleurs c'est le transhumanisme, c'est l'eugénisme, c'est le berceau du nazisme. Hein. Et j'en passe et des meilleurs. Donc je suis moins optimiste que toi, sauf que Dieu existe. Mais qui finance tout ça? Qui est à l'origine de tout ça? C'est pas les francs-maçons? Si. Clairement, alors ils n'ont pas forcément. Le pire. Je pense qu'ils sont. Ils sont pas mal dedans. Voilà, oui. Ils mettent de l'argent là. Naturellement, oui. Oui, c'est clair. Mais ils ont des relais étatiques. Hein. C'est pas que il n'y a pas que des financements privés. Hein. Parce qu'un monde sans Dieu, c'est le démon qui règne. Donc la franc-maçonnerie est, on va dire, le laquais du démon. Oui. Donc, on va attendre que ça revienne, qu'il y ait un petit temps de latence. Nous sommes des pécheurs et que nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Comme la France a tué le roi, maintenant nous avons les conséquences et c'est le démon qui règne. Donc, oui, monsieur. Là, on a beaucoup parlé de projet transhumanisme.
Mais c'est pas un projet typiquement français. Ah non, c'est mondial. On est d'accord. On est bien mondial. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à parler de non, mais c'est dans formation le cadre du nouvel ordre mondial. Oui, clairement. Oui, clairement, oui. Et donc, on n'a pas de choses à voter dans les prochains temps là-dessus. De toute façon, nous personnellement, pour le moment, où est-ce qu'on peut, la démocratie on peut pas faire de manif? La démocratie n'existe plus parce que les grands projets comme celui-ci sont transnationaux et donc c'est pas les parlements, le peuple qui a dit quoi que ce soit. On ne peut rien y faire. Il y a pas de, la démocratie n'a plus aucun impact et depuis longtemps. Mais qui est-ce qui se prend cette Eh bien, là vous avez des organismes internationaux, des clubs de pensée qui voient, selon leur vision, ce qu'est le bien de l'humanité. Oui, les Rockefeller et autres. Et on ne peut rien y changer. À vue humaine, c'est mal parti. Sauf que le projet risque de s'enrayer lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aboutir techniquement. C'est la position des autres religions par rapport l'islam. Là, je ne sais pas trop, mais là, je ne peux pas trop dire que l'islam se situe par rapport à ça. L'islam ne réfléchit pas sur ces sujets-là. Parce qu'il est trop occupé à conquérir le monde, trop occupé à son projet à lui, qui est effectivement la mainmise sur le monde, avec le temps qu'il faudra. Mais voilà, il y a plusieurs projets dans le monde, il n'y a pas que ce projet-là, mais ce projet-là est soutenu par des influents. L'autre est soutenu par des fanatiques. Qui ça, le Dalai Lama? Il n'y a pas d'immunité dans toutes les pensées asiatiques contre ce genre de projet parce qu'ils n'ont pas la notion de personne humaine. Et la personne ne veut rien dire. Vous n'êtes pas par rapport à ça. Le bouddhisme, c'est une religion assez satanique et ça va avec, vous savez, il y a tout cet esprit d'écologie qui est un avatar du communisme. C'est une forme de panthéisme. C'est pour que la Terre devienne une déesse, qu'on aime la Terre-Mère. Avec le film qui s'appelle Avatar. Oui, moi ça m'a étonné quand j'ai entendu le pape parler de la Terre-Mère, enfin. Oui, mais non, mais le pape... Alors du coup, là, ce qu'il considère que là, par rapport à ce que vous dites, là, il est clair que ce sont des organismes qui dépassent complètement les États. Viens l'esprit de sainteté, viens l'esprit de lumière, viens l'esprit de feu, viens nous embraser. Pour revenir sur ta remarque, là, pour les gens les personnes qui sont en fin de vie et qu'on prolonge, en fait, les médecins ont comme mission, quand ils font le sermon d'Hippocrate, le but de la médecine, c'est de prolonger la vie. Mais là où on peut critiquer certaines attitudes, qui sont de moins en moins d'ailleurs le cas, c'est l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de nourrir la personne et de l'hydrater. Il s'agit de lui balancer des drogues très actives pour le maintenir à vie, alors qu'il n'y a aucune chance pour lui de s'en sortir. À la limite, elle est là. Oui, c'est ça. Mais je pense que quand tu décides de ne plus hydrater quelqu'un et le nourrir, ça c'est autre chose. Parce que hydrater et nourrir n'est pas un soin. Parce que là, tu ne prolonges pas sa vie, tu le laisses mourir naturellement, mais tu ne le prives pas de nourriture et d'hydratation. Par contre, tu ne vas pas lui mettre des drogues, tu ne vas pas... ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut arrêter d'hydrater et de nourrir. On condamne la mort. On condamne la mort. Alors ça, c'est autre chose. Ça s'appelle de l'euthanasie, tout simplement. Mais c'est de l'euthanasie qui n'est pas active. Donc tu vois, on est dans les nuances. Il y a l'euthanasie active, l'euthanasie pas active. Il y a l'acharnement thérapeutique, et puis il y a le bon sens dans tout ça. Mais s'il n'y a aucun espoir de survie, c'est ce qu'on fait tous les jours dans les comment ça s'appelle, les soins palliatifs. Ils le font très bien d'ailleurs. La personne n'a plus de traitement actif, mais il est nourri, il est hydraté et il est entouré.
Et on empêche les escarres, on empêche... Et une personne qui décide de ne plus prendre ses traitements. Eh ben, personne ne peut l'obliger de toute façon. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire avaler un comprimé à quelqu'un qui ne peut pas. À un moment donné, vous êtes obligé de respecter. C'est clair. Tu ne peux pas accéder à la demande de quelqu'un qui est déprimé. Il est déprimé, il n'est pas capable, il est dans un état de maladie mentale. Donc d'abord tu traites sa dépression et ensuite seulement tu respectes sa dépression. Mais dans le nouveau monde, il n'y aura plus jamais de dépression. Ben, ils vont sélectionner des gens qui ne dépriment pas. Mais tu Ah vois, bon, c'est un c'est projet le meilleur des utopiste. mondes, ça, C'est un projet utopiste. Tous ces projets utopistes. Ce projet n'a aucune chance de voir le monde tel qu'ils le veulent eux. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas qu'il n'aura pas le projet de voir le monde tel qu'il soit eux que ça ne va pas créer des drames et que ça ne va pas transformer notre terre en enfer encore plus. Parce qu'il y a des gens qui vont aller très loin dans la défense de ce projet. Ils vont aller jusqu'à, par exemple, persécuter des hommes d'église ou des croyants qui vont manifester dans la rue en disant, nous, par exemple, on n'est pas pour le mariage pour tous. Alors c'est assez amusant que de traiter de nazis ceux qui sont contre l'avortement. C'est une inversion totale des valeurs. Et vous avez vu le président des... il a eu du courage. Le président du syndicat des obstétriciens. Et il a dit à la journaliste, ah ben moi je ne le fais pas, parce que c'est... Un homicide. Oui, c'est un homicide. C'est votre rêve. Mais non, un embryon. Si madame, c'est la vie. Oui. Mais tout le monde veut sa démission. Hein. Ce qu'on lui reproche, qu'il a exprimé en tant que président du syndicat. Enfin, non, je crois que c'est à la fin qu'il a dit ça. Mais peu importe. Ce qu'il a dit est très important. Ouais. Il a eu le courage de ne pas se rétracter. C'était pas un journaliste à la con, hein. C'est quelqu'un qui a dit non, ce que je dis, je le confirme, vous êtes un homme. Voilà, il n'est pas une femme. Il n'a pas dit oh je suis désolé, je voulais pas vous offenser. Donc ça c'est à son crédit, mais quand même, il aurait dû dire je m'exprime à titre privé. Est-ce qu'il l'a dit ça? Je sais pas. Alors, vous avez vu la journaliste comme elle a réagi? Elle a dit mais si pour moi ce n'est pas un enfant, de nouveau la conscience qui s'impose au réel. Oui, parce que c'est fermé par la loi. Et voilà, elle dit mais si pour moi c'est pas un enfant, donc chacun va décider ce qu'est le réel. Pour moi c'est pas un enfant, donc je peux le tuer. Si pour une femme c'est un enfant, qu'elle le garde. Toute la perversité est là. Quelqu'un qui a la tête du comité d'éthique, il dit de toute façon, il y a tellement d'avancées technologiques et médicales, pourquoi ne pas? On pense pas, moi, par rapport à une notion de temps, à quelle vitesse ces choses-là peuvent-elles se mettre en place? En 1978, il y a eu Petite Louise Brown, premier bébé éprouvette. C'était un scandale, pas scandale, en fonction de comment les gens ont réagi. Ensuite, il y a eu plein d'autres choses qui sont arrivées, la PIA, plein de choses. On n'a rien pu refuser. C'est comme une boule qui avance. Hein? On n'a rien pu refuser. Des grands rassemblements, des grandes réunions, comités d'éthique, on n'a rien arrêté. On n'a rien arrêté. Est-ce que ça va pouvoir il faut que le système lui-même s'enraye. C'est le système lui-même, parce que pour l'instant, il est dans une phase ascendante. Il prétend avoir des résultats de succès, bébé éprouvette, autour de nous. Il y a les résultats qui sont là. Le communisme n'a pas pu s'imposer. Au prix de 100 millions de morts. Mais il a fini par ne pas pouvoir s'imposer. Et ben, je m'attends à quelque chose dans ce style-là. Sauf que c'est, comme l'a dit Hubert, on est à la fin des temps. Hein. C'est vraiment le projet ultime de la rébellion de l'homme contre son créateur. Donc voilà, on est à la fin des temps, quoi. Voilà. Donc ça s'intensifie, mais la pauvre personne qui aura cru au projet humaniste et qui va dire je fais le pas, très concrètement, de migrer ma conscience sur un support numérique. Et le premier qui va le faire, et qui verra que finalement il est mort, que son âme est devant Dieu, ça a échoué. Le premier qui va le faire, qui aura la folie de croire une chose pareille.
Et qui aura payé pour ça en plus. Ah, il y a une autre oui, merci, il y a un autre sujet, c'est que ces techniques, ça coûte de l'argent. Qui va payer ça? Qui aura le moyen de payer ces prix-là? Vous voyez le problème? Qu'est-ce que ça va devenir? Le super hub là qu'ils vont créer, il sera où? Il sera en Afrique? Il sera... Quelques petits exemples. Par exemple, des avocats, on peut leur implanter un truc, comme vous dites, où ils n'auront plus besoin de consulter leurs livres avec les droits et tout, puisque en Afrique, ils auront tout dans le cerveau. Voilà un peu un exemple de... voilà, ils n'auront plus besoin de leur saboter, Ça soulève d'énormes problèmes, mais le projet est là, et c'est le projet qui va donner lieu à des souffrances, à des combats spirituels et aussi peut-être à des vrais morts, comme le communisme. Le commun du peuple, ils sont conscients de ce problème, ou ce sont que les initiés? Non, je pense que oui, mais ils sont conscients, oui et non, c'est-à-dire qu'ils participent au rêve. Ah, ça va être génial. Ils font de la fiction. Oui. Ils peuvent faire de la Parce que fiction. si on prend le cas de Nitro, qui avait voulu la race aryenne, donc par contre là on a pu stopper à un moment donné. C'est ça. On a pu stopper. Et donc là il n'y a plus personne qui peut faire de nous et stopper. À quel prix Oui, à quel prix? Et pourquoi Hitler a pu financer son projet politique? En 1933, qui lui a donné l'argent de... Bon, il faut répondre à cette question. C'est les Rockefeller, c'est ça. Les Juifs américains. Voilà. Le métallement, le recommencement finalement. Juifs américains. Et Trotsky, quand il est pas Trotsky, Lénine, quand il était en Suisse, qui l'a renfloué, lui a donné l'argent et a payé son retour en Russie avec un train blindé à Zurich. Qui est à Zurich? Qui c'est qui a les moyens de faire ça? Et Trotsky, c'était... Je vais vous demander, est-ce que chacun de nous avons une part de Une part de... Alors, on parle de la ressemblance divine, oui. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Hein. Donc c'est pas une part de divin comme si on coupait le divin en plusieurs morceaux qui se répartit comme le sel dans la soupe. Hein. C'est une ressemblance donc par l'intelligence et la volonté. C'est-à-dire que nous, on peut décider, on peut agir selon cette décision. Et c'est cette part-là qui est notre ressemblance à Dieu. En ce sens-là, seuls nous, les humains, sommes à l'image de Dieu, et pas les autres animaux et plantes. C'est pas une part de divin, c'est une ressemblance. Hein? Attention. Et moi, je pense que c'est ça qui va nous sauver. C'est mon avis. Oui, hein. tout à fait, mais à condition, comme l'a dit tout à l'heure, on ne se contente pas de gérer les mauvaises conséquences, mais qu'on remonte aux mauvais principes. Sinon, ça marche pas. Si vous comprenez que l'axe central, c'est que la conscience, dans le projet humaniste, cherche à se pérenniser et a donc besoin, pour ceux qui sont dans la race supérieure, hein, parce que ceux qui ont une dévalorisation de leur aspect cognitif et émotionnel, eux, ils sont là juste pour satisfaire l'appétit de jouissance d'autres personnes. Ce projet n'est pas pour toute l'humanité. Hein. C'est pour la race des seigneurs. C'est là que je commence à comprendre. Oui, parce que... Là, on est dans Métropolis, ou bien dans plein de science-fiction. Oui. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que, comme disait, pour accéder à cette hybridation, ça coûte. Qui peut se le permettre? Tout simplement ça. Tout simplement, ça coûte. Et les limites des ressources naturelles ne permettront pas à faire ça à tout le monde. Hein. Donc on va créer pour ceux qui peuvent l'avoir, des esclaves, industriels, sexuels, ce que vous voulez, grâce à la sélection embryonnaire, pour ceux qui peuvent le faire. Donc la vraie race des seigneurs. Mais là,
là, vous tirez des conséquences qui ne correspondent pas. Ah, mais qui sont clairement définies dans le projet. Vous lisez le meilleur des mondes, tout est dedans. Pour revenir à ce que tu disais sur la thérapie génique, ça permet donc, grâce à manipulation génétique, d'implanter des cellules réparées qui vont se multiplier et remplacer un organe qu'on a enlevé, etc. Oui, mais c'est la frontière, elle est ténue entre... parce qu'on fait quand même de la manipulation génétique. Mais je pense que c'est du bon sens. Là, réparer un organe parce qu'il est malade, parce qu'il a le cancer, etc. Et vous avez trouvé une technique qui permet d'améliorer la survie de la personne. C'est toujours pour revenir à l'état de nature. Alors que le projet transhumaniste, on va créer de nouveaux organes qui vont remplacer l'état de nature, qui ne sont plus nécessaires. Voilà, c'est ça, c'est le projet qui change. Oui. Dans un cas, ton projet est naturel, c'est juste de guérir quelqu'un d'une maladie en utilisant la science. D'autre part, là, le projet, c'est d'augmenter l'homme, d'en faire un Dieu, de jouer à Dieu. Tout est dans le projet. La technique est peut-être la même. Dans les deux cas, tu vas manipuler des gènes. Mais bon, dès qu'on manipule des gènes, je trouve que... C'est déjà un peu... Parce que cette technique aussi, tout à l'heure vous parliez de amniosynthèse, mais maintenant on n'a plus besoin de le faire, parce qu'avec des nouvelles techniques de ce type, on peut voir ça dans le sang. Oui. Tant mieux d'ailleurs. Pardon ? Tant mieux. Ça évite de faire un biosynthèse. Mais le problème des diagnostics, c'est bien vous. Après, qu'est-ce que je fais ? Ah. Le problème, il est là. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je fais ? C'est pour ça que je dis c'est le projet qui est le problème. Le projet là, c'est d'éliminer, de faire de l'eugénisme. Aujourd'hui, il y a plus de trisomie 21 qui naissent, alors que ces gens-là peuvent vivre 50 ans et ils ont une intelligence un tout petit peu diminuée, d'accord ? C'est des gens très affectueux qui ont une vie, peuvent vivre. Simplement, ils ne vivent pas dans la souffrance. Mais ils ne peuvent pas être indépendants. Ils ne peuvent pas être indépendants. Mais ça, c'est pas une loi universelle, l'indépendance. Pardon ? Donc on va faire comme Hitler, on va éliminer tous ceux qui... C'est le génie. Donc finalement, tout à l'heure, j'ai parlé de progrès technique, mécanique, progrès médical, mais dans certains cas, le progrès médical arrive à ce ça de conscience. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors la loi, elle dit, je peux, donc c'est la norme. C'est ça le piège aussi, ce que tu dis là. La limite n'est pas claire entre ce qui est la transgression et la rébellion et ce qui est le traitement. Le traitement, tu veux guérir quelqu'un. Et la frontière n'est pas tranchée. C'est pour ça que je reviens au projet. Qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi tu le fais ? Mais de toute façon, il est tout à fait normal que la recherche s'intéresse à améliorer. Donc, qu'on fasse des recherches en soi ne me choque pas. Par contre, qu'on fasse des recherches sur des embryons, oui. La limite, elle est là. Quel est ton projet ? Jusqu'où tu es prêt à aller dans la transgression ? Oui, mais les scientifiques, le propos du scientifique, c'est de chercher d'améliorer. Oui, mais si tu le fais sans aucune conscience morale, il y a certains scientifiques qui n'ont plus de possibilité, justement, et ça les éloigne de la religion. De la conscience. Mais tu vois, au XVIe siècle, Rabelais, il disait déjà science sans conscience n'est que ruine de l'âme. XVIe siècle. Pourquoi l'Église interdisait de faire sur les cadavres des autopsies à l'époque. Aujourd'hui, on dit, voyez l'Église obscurantiste, etc., elle empêchait de faire des autopsies. Heureusement qu'au Moyen-Âge, on a pu s'avancer et ça a pu permettre. Tout est dans le projet. L'Église voulait tout simplement préserver la dignité du cadavre. C'est un homme. Enfin, une femme peut-être aussi, j'espère.
Mais ceux qui ont fait les autopsies, est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient faire avancer la science ou par esprit de rébellion? Par esprit de Rébellion. En fait, le geste c'est le même. Tu fais une autopsie. Et dans un cas, tu le fais parce que tu veux te rebeller contre. Tu déconsidères la nature humaine comme créature, comme à l'image de Dieu. Et dans l'autre, tu respectes cette. Mais dans la vie de tous les jours, chacun veut améliorer ce qu'il fait. Et c'est le propre de l'être humain aussi. C'est pareil, comme quand on parle du mal la semaine prochaine, ça veut dire qu'à un moment donné, la douleur devait être incluse. C'est-à-dire, c'était interdit de travailler contre la douleur. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Parce qu'il fallait souffrir. Non. Pour les femmes Puis 12 dans les années 50, on commandait déjà la morphine pour les malades, mais ça, on le dit pas. Pour les femmes qui ont accouché, il fallait qu'elles souffrent. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église, on dit que la souffrance peut être, si elle est associée à la souffrance du Christ, peut-être peut contribuer à améliorer t'améliorer, à te rapprocher de Dieu et à améliorer le monde. Mais à ma connaissance, jamais dans l'histoire, l'Église n'a interdit d'utiliser les antalgiques pour calmer les douleurs. Ça dépendait peut-être des écoles, tu vois. Mais en Angleterre, et même le pape Pie XII et tout, il disait qu'on pouvait employer la morphine. Et on a employé la morphine sur les enfants brûlés, mais pas dans les années 50, on a attendu 20 ans. Alors que le pape le disait déjà.